m'a proposé d'animer cette dernière table ronde et j'en suis ravie. Et donc, bonjour et merci à tous les quatre d'être parmi nous. Cette table ronde s'intitule « Quel quartier populaire pour demain ?» Vaste question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a 1 heure devant nous. Il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de restitution d'atelier, donc on a un peu plus de temps. Et donc, on va fonctionner avec 2 séquences. Une première pour revenir un petit peu sur le contexte actuel, et puis une deuxième avec la question cruciale de la priorisation. Qu'est-ce qui est prioritaire pour demain ? Et donc, je vous propose de commencer par cette question du contexte. Là-dessus, j'avais un peu envie de venir vous chercher les uns et les autres. Je vais vous présenter au fur et à mesure des prises de parole sur l'idée que aujourd'hui, le contrat de ville se déroule dans un contexte bien particulier, qui est celui du contrat de ville en période de crise. On l'a entendu un peu entre les lignes aujourd'hui, sans que ce soit toujours dit explicitement, mais on voit bien que la politique de la ville par temps de crise, au pluriel, énergétique, climatique, sociale et budgétaire en partie, eh ben, c'est pas tout à fait la même vocation que la politique de la ville, notamment si on regarde la période d'élaboration des derniers contrats, 2014-2015, on voit bien que le contexte a radicalement changé. Et du coup, ça remonte de bien des ateliers et il me semble que c'est intéressant qu'on parte de là. Et cette histoire de politique de la ville, de contrat de ville par temps de crise, on voit bien que ça a des impacts sur toutes les parties prenantes de la politique de la ville. Du côté des habitants, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Madame le maire de Saint-Genis-Laval qui faisait référence au Covid et aux enjeux de santé mentale. En fait, du côté des habitants, il y a énormément d'effets à retardement du Covid en matière de santé mentale, de lien social. Et on voit bien aussi, on l'a dit, que les habitants sont en première ligne de la crise énergétique et de l'inflation. Du côté des associations, c'est pareil. Ces crises en cascade, elles fragilisent le tissu associatif. On n'a pas vraiment parlé des impacts du Covid sur le tissu associatif, mais c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a quand même un tissu associatif avec des bénévoles plutôt âgés et que, bien sûr, quand il s'est agi de continuer à sortir et à pratiquer des activités en période où, à rebond, à retardement d'une crise sanitaire, bah, c'est plus compliqué. Mais cette période de crise, c'est aussi une période de crise pour les travailleurs de terrain. J'en parlais tout à l'heure, mais dans les réseaux professionnels de la politique de la ville que j'anime, on parle beaucoup de souffrance au travail, de dévalorisation de ces métiers, en tout cas de manque de valorisation et donc d'une forme d'épuisement avec une politique de la ville qui est difficile à mener et dont on voit bien en partie le sentiment d'impuissance qu'elle peut provoquer. Et puis des crises qui se posent aussi pour les financeurs et les partenaires de la politique de la ville, puisque la situation budgétaire se détériore et chacun peut avoir tendance à se recentrer un petit peu sur son champ, ce qui peut potentiellement, et vous nous le direz, mettre en difficulté la dynamique partenariale du contrat de ville. Donc, dans ce premier temps, je voudrais un peu vous interroger chacun et chacune sur un des volets de la crise et commencer avec vous, Véronique Henri Bougreau, qui est directrice de la CAF du Rhône, pour que vous nous parliez un petit peu de la crise et des vulnérabilités qui émergent. En gros, quand on est la CAF du Rhône, comment est-ce qu'on fait pour repérer les nouvelles fragilités qui ont émergé dans ces périodes de crise au pluriel ? Oui, merci. Alors, merci déjà d'avoir invité la CAF, puisque j'ai entendu parler de la CAF depuis ce matin. Moi, je suis là depuis ce matin, 9h, donc c'est vrai que la CAF est au cœur de toutes les politiques de solidarité. Et on voit des choses de la CAF, et il y a des choses qu'on ne voit pas, et moi, je les ai vues derrière beaucoup d'ateliers évoqués aujourd'hui. Alors, la CAF, en temps de crise, j'allais dire, c'est là qu'elle est le plus sollicitée. Nous, évidemment, on a un public qui réagit beaucoup face à la crise et on a cette volonté, même si j'ai beaucoup entendu parler de désengagement des services publics et des questions de proximité, on a cette volonté d'avoir toujours ce maillage territorial avec notamment une présence forte dans les quartiers politiques de la ville, avec encore un accueil, notamment au siège que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que
C'est vrai qu'on connaît bien généralement la CAF, elle est à la Part-Dieu, mais tout le monde la connaît. Un accueil encore inconditionnel, c'est-à-dire qui n'est pas sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut venir à la CAF, il peut se présenter effectivement à la Part-Dieu, ou alors dans les quartiers politiques de la ville, nous avons 6 antennes, des antennes qui sont des antennes mixtes avec une présence donc de conseillers, on va dire, administratifs et de travailleurs sociaux. Donc là, qui sont effectivement en fonctionnement plutôt sur rendez-vous, mais qui sont présents sur les territoires, qui activent aussi leur réseau, qui travaillent avec des partenaires. Alors je vais citer notamment le PIMS de Lyon 8, parce que ce matin, on avait Marion Tivolet qui était là. Donc nous, on est présent sur le quartier des États-Unis. Alors on est présent à Lyon 8 depuis 1952, la CAF, avec un centre social historique, un EAJE, un accueil du public et justement un accueil partenarial qui fait que même si nous, à un moment donné, la CAF, on ne repère pas une fragilité, on a des partenaires avec le PIMS, avec les travailleurs sociaux qui sont aussi sur les territoires, qui sont les travailleurs sociaux aussi de la métropole, du département, des associations, où effectivement on peut, nous, derrière, prendre rendez-vous avec nous et venir effectivement regarder nos droits. Alors les droits, évidemment, on en parlera peut-être tout à l'heure, un petit peu plus d'accès aux droits, mais on a des travailleurs sociaux, on a une équipe de travail social qui est présente aussi sur ces 6 antennes, donc quartier politique de la ville, qui travaille donc sur de l'accueil individuel, mais également sur des actions collectives. Et à travers ces actions collectives qu'on va mener donc avec des partenaires, avec des habitants qui vont venir, on va pouvoir repérer effectivement des fragilités. On va pouvoir faire des ateliers collectifs autour du logement, autour de la séparation, autour effectivement par exemple d'un appartement pédagogique. Enfin, on a beaucoup de champs d'activité et on peut repérer sur les territoires. Voilà. Et justement, les nouvelles fragilités qui émergent, quelles sont-elles ? Alors je ne sais pas si c'est plutôt lié au Covid, lié à la crise énergétique ou à l'inflation. Est-ce que vous observez certaines tendances qui s'accentuent, des signaux faibles ? Alors, nous, on a un volant d'allocataires, j'allais dire, de minima sociaux, hein, qui de toute façon est présent. Historiquement, on gérait le RMI, on gère le RSA pour le compte effectivement du département et de la métropole. On a vu à l'issue de la crise et pendant la crise une augmentation forte des bénéficiaires de minima sociaux qui retombe un petit peu aujourd'hui. On a aussi une précarisation des jeunes sur lequel on est intervenu aussi, notamment par des financements au niveau de notre action sociale. On est allé financer effectivement des opérations et des associations qui interviennent au niveau des jeunes et notamment des étudiants. Donc on a cette précarisation-là. Après, j'allais dire que le public précaire, malheureusement, c'est notre public depuis très longtemps. Donc, on voit ces fluctuations. On a une attention forte, notamment pour les familles monoparentales. On parlera peut-être tout à l'heure, on y reviendra, de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, où, pour le compte du national, les CAF aujourd'hui gèrent effectivement l'intermédiation financière pour ces familles, notamment monoparentales, qui sont en difficulté, avec parfois aussi des questions de violence intraconjugale et une prévention aussi de la violence intraconjugale. Donc, j'allais dire que c'est notre public, le public le plus précaire. Hein, voilà. On parle beaucoup on parle de caisse d'allocation familiale historiquement, mais la moitié de notre public aujourd'hui n'est pas une famille. En fait, ce sont parfois des personnes isolées, ce sont des étudiants, ce sont des personnes âgées, ce sont des allocataires isolés. Donc ce serait plutôt la caisse des allocataires isolés plutôt que de la caisse des allocations familiales. On a de tout et heureusement on est là pour tous. Hein. On est présent sur les territoires, on est présent pour tous les publics. Et quand on dit effectivement des engagements du service public, moi je tiens à le dire parce qu'il y a parfois des choses. Évidemment qu'on est peut-être plus présent sur certains territoires, mais on est présent sur ces QPV. Et il faut savoir que la CAF, à l'année, c'est 250 000 visiteurs, 250 000 allocataires reçus, 40 000 rendez-vous. C'est 4 millions effectivement de courriers, c'est 250 000 mails. Enfin, ce sont des chiffres assez astronomiques. J'en profite du coup pour tendre la perche. Merci beaucoup à Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, parce que je crois que cette question de la présence des services publics dans les quartiers vous tient à cœur. Et du coup, je voudrais continuer avec mon fil rouge du contrat de ville en période de crise et savoir un peu crise et besoin de services publics, ça veut dire quoi concrètement pour la politique de la ville ? Et peut-être comment ça questionne, je crois que ça questionne pour vous la croyance en l'aller vers. Alors, ça va être un peu une pensée à rebrousse-poil de ce qu'on a entendu dans la journée, mais vous dites...
L'aller vers, c'est pas la solution. Ce dont on a besoin, c'est de services publics présents dans les quartiers, c'est ça? Vous ne savez pas ce que je vais dire, même si ça a été un peu préparé, mais globalement, personne ne sait jamais ce que je vais dire à l'avance. D'abord, je me permets de saluer et de remercier le vice-président Renaud Père pour son invitation à cette table ronde. Il ne le sait pas encore, mais ça fait plus de 30 ans que c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je travaille. Et merci Renaud de me proposer de passer ce moment avec vous. Bien sûr, saluer Madame la préfète et la directrice de la CAF. Et le premier point d'abord, je vais répondre à votre question, mais il y a eu un travail énorme qui a été fait par la métropole, par les villes pour l'ensemble de ces ateliers. Moi, je l'ai vu à travers deux éléments. Un, celui auquel j'ai participé, où Renaud m'avait dit viens, s'il te plaît, à Bron et tout ça. Il n'était pas là en plus quand j'y suis allé. Mais ça, j'avais promis que je réglerais ce compte, c'est fait. Voilà. Sur les questions de culture en tant que VP à la culture. Et moi, j'ai été frappé par la qualité de la préparation, par la nature des points de vue, et ça me permet de saluer celles et ceux qui sont là, qu'ils soient habitants, travailleurs des collectivités, membres des associations. Enfin, en tout cas, j'ai vu tous ces gens-là à la fois à Bron, et il y a eu un autre atelier à Villeurbanne sur la question du non-recours. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Et sur lequel, et je remercie les équipes de la ville qui ont travaillé avec la métropole, là aussi, on me dit que les plus de 100 personnes qui étaient là ont vraiment produit un travail de qualité. Et il me semble, et c'est le premier point, c'est que c'est cela que mérite aujourd'hui le sujet de la politique de la ville. On a besoin de se mettre au travail d'une manière extrêmement sérieuse, de mobiliser l'ensemble des personnes qui sont concernées. Sur cette question du non-recours, peut-être juste deux chiffres pour fixer un peu quelques éléments et pourquoi ça nous préoccupe à Villeurbanne et pourquoi les équipes de Bénédicte Gagneur avec Mathieu Garabédian, là, qui est juste là au premier rang. Je suis sous contrôle en plus de mes élus, hein, donc à chaque fois que je vais dire une bêtise, ils vont le noter. 34% de non-recours sur le RSA, 30% de non-recours sur l'assurance chômage. Enfin, ça doit quand même un tout petit peu nous interroger. Enfin, et je ne suis pas sûr que ça surprenne la directrice de la Caisse d'allocation familiale, mais ce sont quand même des chiffres qui sont extrêmement préoccupants. Le deuxième élément dans les quartiers, en tout cas ceux qui concernent Villeurbanne, c'est que, en plus de cette question du non-recours, Villeurbanne est une ville extrêmement jeune. 43% de la population a entre 18 et 25 ans à Saint-Jean, pour prendre juste un quartier qui est pas très loin, 40% aux Brosses. Un jeune sur 4 est en situation de pauvreté, 18-24. Donc cette question du non-recours, elle est à mettre au regard des volumes de difficultés auxquelles on s'adresse, en fait. Ça veut dire des milliers et des milliers de personnes qui sont en fragilité. Pas forcément simplement parce qu'il y a un déficit d'accompagnement, mais tout simplement parce qu'elles n'accèdent pas. Donc ça pose la question de qu'est-ce qui permet cet accès ? Et bien sûr, cet accès, il peut être favorisé par la question de la qualité de l'accueil, par la question de cette accessibilité. Et c'est vrai qu'on est un peu taquin à Villeurbanne. On dit, mais c'est pas compliqué, on a trouvé un truc qui s'appelle l'aller vers. Et donc, on va démultiplier les dispositifs qui vont aller à la rencontre... Pardon, alors je sais qu'il y a plein d'habitants, donc je vais faire un peu de second degré, mais il n'y a aucun moment, il y a une volonté d'être désagréable. Mais en gros, on va dire à ces pauvres habitants qui ne comprennent pas comment il faut aller dans les services publics, on va dire on va aller vers eux parce qu'en fait, c'est pas facile de comprendre. En fait, globalement, ce que nous payons, alors peut-être que Madame la préfète ne sera pas complètement d'accord avec moi, mais vu que moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions de politique de la ville. Le professeur d'université présent ici ne le sait pas, mais il y a 30 ans, en fait, j'ai fait mon premier mémoire de maîtrise sur le DSQ des pentes de la Croix-Rousse. Donc, globalement, je considère que j'ai un peu de... Si vous ne savez pas ça, hein, un peu d'ancienneté. Ça ne veut pas dire que je suis plus malin. Vous avez combien à l'époque ? Oh, je ne sais plus, ça, j'ai oublié. Je crois que c'était pas si mal. Mais c'était correct, on va dire. Mais j'ai toujours été juste comme ça, tu vois, voilà, juste au-dessus de ce qu'il fallait. Donc, ça fait 30 ans. Ça veut pas dire que je suis mieux à même de parler de cela. Ça veut juste dire que ça fait 30 ans que je suis notre difficulté collective à traiter cette situation. Et donc, c'est sûr qu'on a envie un peu de taquiner en disant, finalement, pendant 30 ans, on a plutôt tendanciellement, petit à petit, réduit les services publics dans un certain nombre de territoires. Optimiser les organisations pour rationaliser les coûts des services publics, qu'ils soient État ou collectivités. Il n'y a aucun propos de ma part en disant c'est l'État et les collectivités, mais on s'est tous engagés dans cette logique-là de rationalisation, d'optimisation. Et puis là, on se dit, c'est marrant, du coup, les gens, ils viennent plus prendre les services publics qu'on met en place, ils n'arrivent pas à mobiliser les aides nécessaires, et donc on va mettre plein de dispositifs pour aller les voir, pour leur expliquer. Voilà. Et donc, bien sûr que tous ces services et toutes ces manières
de faire différemment, d'aller rencontrer les gens différemment sont importantes. Et vous parliez du PIMS, on a inauguré il n'y a pas longtemps un PIMS mobile. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement utiles. Mais elles ne doivent pas cacher une forme de désengagement des collectivités au sens large, qu'elles soient État ou collectivités locales, sur un certain nombre de territoires qu'on paye un peu. Ce désengagement, il n'est pas forcément simplement par la suppression des lieux, il peut être aussi par les nouvelles organisations, les diminutions de plages horaires, l'hyper-numérisation d'un certain nombre de services. Et nous, c'est ça qui nous intéresse de travailler aujourd'hui. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce dont on a certainement besoin, c'est... ça va être un peu facile, mais il faut bien quelques punchlines. Un peu moins d'informatique, un peu plus d'humain, si on veut notamment aller sur cette question du non-recours. Et l'autre élément sur lequel on a envie un peu... Le HON étant vraiment un collectif Villeurbanne, c'est pas le maire qui... Voilà, ça fait des discussions qu'on a depuis longtemps avec les uns ou les autres, mais on parle souvent des invisibles. Hein, donc il faudrait aller chercher les invisibles. Moi, je me dis, est-ce qu'on peut bosser un tout petit peu sur l'invisibilité du service public, ou en tout cas sur comment est-ce qu'il se rend visible, comment est-ce qu'il se rend accessible. Et encore une fois, tout cela ne nie absolument pas les efforts considérables qui sont faits par les gens qui sont dans cette salle, qui bossent en maison de la métropole, en maison de service public, en mairie annexe, etc. Mais simplement, force est de constater que les 2 chiffres que j'ai donnés en introduction nous interrogent quand même sur la qualité de ce travail que nous menons. Et donc, moi, je n'ai absolument rien contre l'aller vers, et notamment dans des situations d'extrême précarité. Mais là, je parle de campements, de squats sur lesquels on va aller regarder si on peut ouvrir des droits, permettre à des gens qui sont là sans savoir pourquoi, s'il y a une possibilité de les rattraper par le droit commun. Mais il me semble que certainement, notre premier boulot, c'est de vérifier que nos politiques de service public sont bien des politiques de droit commun et non pas des politiques dérogatives en fonction du territoire où l'on se trouve. Et que finalement, ce dont on a certainement à travailler aujourd'hui, au-delà de la question de aller vers ou pas aller vers, il y a quelque chose qui marche très bien quand on veut éviter le non-recours. Ça s'appelle l'ouverture automatique des droits. Et nous, ça fait partie, par exemple, des choses sur lesquelles notre ville réfléchit. Si à un moment, on veut aller vers une sécurité sociale alimentaire, si on veut regarder les questions d'allocation chômage, eh bien, il me semble qu'on peut travailler à cela plutôt que d'essayer en permanence, dans les quartiers populaires, de faire un droit bricolé, alors que de ce dont on a besoin, c'est du droit commun pour l'ensemble des quartiers de notre territoire. Voilà un peu la manière dont on pose les choses. Merci. Alors, il y aura des rebonds. Je donne d'abord la parole. Peut-être, est-ce que vous pouvez la prendre rapidement sur l'ouverture automatique des droits, parce que comme ça fait un rebond direct, et puis après, voilà, ce sera la parole. Juste rebondir sur ce que disait Monsieur le maire sur l'ouverture automatique des droits, puisque jusqu'à présent, là, moi, je vais parler des droits que je connais, ceux de la CAF. Le droit, il est quérable, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut demander pour avoir. Un des projets qui sera porté par la branche famille, ça sera effectivement ce qu'on appelle la solidarité à la source et le versement justement automatique des droits. Alors, dans un premier temps, effectivement, plutôt le fait qu'on propose à la locataire des déclarations trimestrielles, notamment en matière de RSA, notamment en matière de prime d'activité ou d'aide au logement déjà pré-remplies des ressources qu'on connaît. Et dans un second temps, c'est d'aller vers effectivement le fait qu'à terme, les prestations soient plus quérables et qu'elles soient versées automatiquement. Mais ça implique alors... malheureusement, j'allais dire, un temps assez long, parce qu'en matière de système d'information, pour intégrer tout ça dans un système informatique qui nous couvre la moitié de la population française, on ne peut pas se permettre, effectivement, et je le dis parce qu'effectivement, en tant que directeur de CAF, nous, on le dit au national, en disant, mais laissez-nous le temps de faire en sorte que ça fonctionne techniquement et qu'on n'aille pas vers une catastrophe industrielle et que le remède soit pire que le mal. Mais c'est quelque chose qui est à l'étude, notamment sur les droits de la CAF. On a fait le prélèvement à la source. Moi, je pense qu'on est capable de faire le requérable. Avec la question du modèle économique derrière, parce que moi, si j'ai bien compris, en partie, le non-recours produit un équilibre budgétaire, quoi. Donc ça posera aussi la question, peut-être qu'on le gardera, je vois des mains qui se lèvent pour faire merci, mais peut-être qu'on gardera ces questions juste après. Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, à l'habitat, au logement et à la politique de la ville. J'ai vu que vous avez pris plein de notes au moment de l'intervention de monsieur le maire de Villeurbanne. Est-ce que vous voulez rebondir dessus et puis après répondre à ma question sur
Crise et transition écologique, peut-être pour lier avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Comment on fait dans cette période de crise? Vous êtes dans une majorité écologiste. Comment on fait dans une période de crise comme celle-ci pour réussir à aller concilier fin du monde et fin du mois, pour le dire vite, dans les quartiers notamment? La question n'est pas... voilà. N'est pas d'une très... Et vous avez 3 minutes. Voilà, merci. Non, mais quelques mots quand même, parce qu'on a entendu beaucoup de choses aussi. C'est la dernière table ronde, donc forcément, il y a des réactions aussi à la journée et aux prises de parole. Moi, j'ai entendu plein de choses aujourd'hui. D'abord, des choses extrêmement fortes et des choses qui feront qu'il va y avoir une suite à tout cela. Et je crois que c'est important et on le dira en conclusion. Mais d'abord, j'ai vu parfois même... j'ai entendu le scepticisme. Même sur la forme contrat de ville. Je vais la défendre, la forme, parce que je pense que le contrat de ville qui nous lie, notamment État et collectivité, il est essentiel. Et on est dans le dur, là. On est en train d'élaborer, effectivement, le futur contrat de ville. C'est pas facile. Et on va se tester, là, dans les prochaines semaines, en allant voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est un moment essentiel. Donc, je le rappelle quand même, parce qu'autrement... finalement, on pourrait jeter tous les outils alors que certains sont essentiels, même s'ils doivent être améliorés. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on est réunis aujourd'hui. Il me semble que le contrat de ville qui va s'ouvrir en 2024, il doit répondre à 3 enjeux, en fait. Et ça répond en partie à votre question. Le premier, et ça poursuit la discussion qui vient de s'ouvrir, c'est égalité, 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 égalité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on avance beaucoup plus. Alors j'ai entendu aussi la discussion, et en mettant en regard les 40 ans de la marche, de l'égalité, et évidemment les 40 ans, on a toujours du mal à dater exactement, mais les 40 ans de la politique de la ville. Et en se disant, finalement on se retrouve là, on a les mêmes thèmes qu'au début des années 80. Bon. Je crois que Cédric l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un point qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'entre-temps, notre système, et là, effectivement, il ne s'agit pas simplement de pointer l'État, et d'ailleurs, l'État sur une période aussi longue, c'est toutes les forces politiques, hein, donc il faut quand même le rappeler, c'est une disparition du service public sur un bon nombre de nos territoires. C'est évidemment, et des territoires au-delà de nos territoires, de nos quartiers populaires, aussi de territoires périurbains. C'est la disparition de la proximité. C'est autant d'éléments qui font que sans la politique de la ville, je me demande où nous en serions aujourd'hui quand même. Enfin, je crois qu'il faut le rappeler. Néanmoins, il faut aller beaucoup plus loin. Donc ça a été très clairement dit, et donc je crois qu'il faut qu'on avance beaucoup plus dans l'accès aux droits, dans l'accès aux services publics, dans l'accès aux libertés. Le président de la métropole a ouvert la journée en parlant de la question de la sécurité. C'est une question majeure qui doit traverser notre futur contrat de ville, qui doit être un élément essentiel. Mais cette question, elle est majeure. Alors je crois qu'il faut qu'on teste des choses, parce que si je vous dis tout ça sera changé en janvier 2024, personne ne va me croire et ce serait bien normal. Par contre, il faut qu'on expérimente. Il faut qu'on avance sur des territoires zéro non-recours. Donc il faut absolument qu'on avance en le testant, comme on sait très bien le faire sur notre territoire métropolitain. On a l'expérience évidemment des territoires zéro chômeur et d'autres territoires qu'on met en place. Il faut qu'on le teste et qu'on avance comme ça, pas à pas, parce qu'on n'aura pas la solution directement en janvier 2024. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est la transition écologique. Enfin, je crois qu'on ne peut pas rédiger un contrat de ville en 2023 comme on l'a rédigé les années précédentes et comme on l'a rédigé pour les périodes précédentes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même si certains diraient que c'était vrai déjà il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça n'est plus contournable. La question, c'est véritablement de comprendre comment les habitants et habitantes des quartiers populaires sont davantage exposés au désert, alors même si cette expression peut être utilisée à tort et à travers, mais néanmoins aux déserts médicaux, et donc à une santé de moins grande qualité. Comment ils et elles sont exposés aux pollutions, comment ils et elles sont exposés
au manque ou à moins de lignes fortes et de mobilité, c'est quand même ça la réalité, et je pourrais citer bien d'autres choses. Et évidemment l'alimentation. On a besoin de diagnostic, c'est ça? Parce que non, au final, on a l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait au clair. Il faut absolument qu'on ait un contrat de ville qui remplisse la mission fondamentale, qui est que les habitants des quartiers populaires doivent voir leur vie s'améliorer dans la transition écologique, sans quoi nous n'arriverons pas à embarquer tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de voir quand même depuis quelques mois, quelques années? Des mouvements d'une violence politique extrêmement forte qui ont pour origine la question écologique au sens le plus large du terme, la question des carburants, la question des énergies, demain peut-être la question des logements, parce que quand même les passoires énergétiques, elles sont plus nombreuses, notamment dans les quartiers populaires. Donc ça nécessite un investissement. Évidemment, je pointe, je suis désolé, mais c'est évident. Enfin, c'est pas très courtois de montrer du doigt, mais néanmoins, je montre l'État en l'occurrence parce que ça nécessite une politique d'investissement sans précédent. Et ça doit être présent aussi dans notre contrat de ville. C'est-à-dire qu'il faut absolument transition écologique et justice sociale, et c'est notamment dans les quartiers populaires, pas seulement, mais notamment dans les quartiers populaires qu'il faut le réussir, et donc le contrat de ville. Et je finis par un dernier point de la crise. La crise, c'est une crise démocratique. La crise démocratique, on en a parlé toute la journée en fait. C'est qu'on n'y croit plus. Et aujourd'hui, comment on pourrait imaginer que des élus, toujours plus mal élus, il faut quand même qu'on le dise. On a une participation qui baisse. Une abstention qui monte. Comment des élus auraient raison pendant 5 ans, 6 ans, si je prends un mandat local, comme ça tout le monde est visé, sans jamais revenir vers les habitants. C'est ça que nous allons proposer ici, dans le contrat de ville, c'est qu'on ait une interpellation en permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que les associations qui sont ici présentes, les structures qui ont été fortement mobilisées dans les ateliers, les habitants et les habitantes nous rendront compte tout au long du contrat de ville. On ne va pas y arriver à faire un contrat de ville qui sera le même pendant une période longue. Il faut faire de l'expérimentation et revenir vers les habitants, les habitantes, les associations et les structures. C'est comme ça qu'on redonnera confiance. Merci beaucoup. Alors, Vanina Nicoli, vous êtes préfète déléguée pour l'égalité des chances du Rhône, PEDEC, comme on dit dans le jargon de la politique de la ville. D'abord, je commence par m'excuser parce que je n'ai pas du tout respecté le protocole. Mais comme je savais qu'à un moment donné, quelqu'un... J'ai l'habitude avec la métropole, c'est habituel. Ah bon, ça va. Mais comme jamais la ville de Villeurbanne. Comme je savais qu'à un moment donné, quelqu'un allait se retourner vers vous et dire « Et là, je me tourne vers l'État », je savais que la transition serait toute trouvée, notamment parce que cette question de la crise, le lien entre crise au pluriel et responsabilité de l'État. Hier, je faisais un entretien avec le directeur de la DHUP, Jean-Baptiste Butelaine, qui disait « En période de crise, tout le monde dit plus d'État, plus d'État, plus d'État. Et puis dès que la crise l'éloigne, tout le monde dit plus de décentralisation, plus de décentralisation. » C'est quand même un truc très français. Mais en période de crise, on se retourne encore plus vers vous. Et donc, j'avais envie de commencer par vous demander... Comment est-ce que vous voyez ces crises au pluriel, et puis la façon dont ça reconfigure ce qu'on attend de l'État, la façon dont ça reconfigure votre place dans la politique de la ville, voire même concrètement votre rapport au préfet. Enfin voilà, ça je pense que mon déjà rapport avec la préfète est excellent. Ça je vous rassure, pas de problème. D'une manière générale. Alors d'abord, merci. Merci de m'avoir laissé la parole l'an dernier sur ce premier tour, puisque là, pour le coup, c'est très protocolaire. Merci également d'avoir organisé ce temps d'échange. Alors, je n'ai pas assisté à la journée et au contenu qui a pu émerger des discussions, mais j'imagine assez bien que la question que vous me posez était plus ou moins sous-jacente derrière tout ça. Alors, peut-être juste un peu de mémoire collective. Ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville, c'est une réponse à une crise. C'est une réponse à une crise qu'on a identifiée comme étant localisée dans une partie du territoire, et donc la nécessité d'avoir une mobilisation de l'État et des collectivités particulièrement importante dans ces quartiers-là. Donc je dirais que le rapport entre politique de la ville et crise, il est presque consubstantiel. Donc forcément,
notre conception de la politique de la ville a évolué et doit continuer à évoluer en fonction des crises que nous avons à affronter collectivement. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Plein de choses en réalité. D'abord parce qu'on est dans une période où les crises, finalement, on ne sort pas d'une crise pour aller vers une autre, c'est qu'en fait, il y a une sorte de continuité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des séquences, et puis on avait une sorte de respiration, puis une autre crise. Là, depuis quelques années, finalement, c'est la nature de la crise qui change, mais pas la notion de crise. On a l'impression, en tout cas, moi c'est le cas, peut-être que c'est partagé, que finalement, on ne quitte jamais tout à fait cette sensation de crise. Et ça, c'est pas neutre, parce que dans notre façon, justement, d'agir, de réfléchir, de corriger, finalement, ça donne une accélération extrêmement forte à laquelle nous devons nous adapter. Autre élément qui change, c'est évidemment les caisses de résonance de ces crises. Quand on a créé les outils de la politique de la ville, on n'avait évidemment pas Internet, ou en tout cas pas diffusé, diffusé au grand public comme c'est aujourd'hui. On n'avait pas les réseaux sociaux. On n'avait pas forcément ce rapport à une autre façon de s'exprimer que celle traditionnelle qui est dans les urnes. Et donc forcément, l'envie de s'exprimer, l'envie de donner son avis, qui a toujours été là, aujourd'hui on trouve des outils qui permettent de le faire peut-être plus facilement. Et donc dans notre façon d'appréhender l'outil contrat de ville, que personnellement je défends parce que je pense que c'est un cadre qui permet de porter l'action publique, et c'est important parce que qui dit action publique dit argent public, et donc on doit être en capacité de répondre devant le Parlement, notamment, de la mobilisation, l'utilisation de l'argent public. Donc il faut qu'on ait un cadre pour le faire. Peut-être que dans l'absolu, on pourrait se dire que ça serait quand même beaucoup mieux si on pouvait se passer de tout cadre, mais dans la conception aujourd'hui, dans notre organisation publique aujourd'hui, on a besoin d'un cadre pour pouvoir agir. Donc c'est le cadre de la politique de la ville. En soi, il n'est pas problématique. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'adapter, évidemment, notre façon d'agir. Donc comme disait le vice-président, on a la capacité d'innover, on a la capacité de tester, on a la capacité de faire évoluer tout au long de la vie du contrat de ville. Et donc l'État, aujourd'hui, il est capable de s'adapter, il est capable d'évoluer. La meilleure preuve, c'est qu'au moment du Covid, quand on s'est trouvé dans une situation totalement atypique, on a su trouver avec ce fameux couple préfet-maire, mais qui s'est traduit aussi par ici avec la métropole, des outils, des façons d'agir. Mais au-delà de ça, on a été capable de mobiliser les associations, le tissu collectif, le bénévolat. On a finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réinventé notre façon d'agir. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de revenir à quelque chose qui soit moins une économie de crise finalement, et plus de travailler dans la durée. Ce dont on a besoin, c'est de construire des outils sur lesquels on puisse durablement s'appuyer. C'est un défi, c'est celui de l'écriture de la nouvelle génération des contrats de ville. C'est pour ça qu'on a besoin, et ça vous a été rappelé tout à l'heure par M. Meshmach, parce que c'est une volonté très forte du président de la République, on a besoin de partager, d'écouter et de traduire finalement ce qui ressort du besoin exprimé par les habitants en outils qui soient soutenables par les autorités publiques. Ce n'est pas un défi facile parce que même dans notre vie du quotidien, même dans notre vie familiale, vous pouvez avoir exprimé un besoin et puis le traduire, ne serait-ce qu'économiquement, ce n'est pas forcément facile. Donc c'est ce travail-là auquel on va se livrer. C'est un défi. Mais comme on a l'habitude de travailler ensemble avec les collectivités sur ce territoire, je ne suis pas inquiète sur notre capacité à le faire. Par contre, il nous faudra avoir en continu cet échange avec les habitants, les associations, les élus, les différents acteurs qui sont à nos côtés, de manière à pouvoir corriger le tir au fur et à mesure. Merci beaucoup. C'est ce que vous dites sur le défi économique. Vous dites finalement on peut comprendre les besoins et en même temps ça ne veut pas dire que le modèle économique est tout trouvé. On a entendu ce matin dans les annonces du ministre Olivier Klein des ambitions assez fortes pour la suite, mais en entendant aussi qu'on n'a pas entendu
quoi qu'il en coûte. On n'a pas entendu ce sera le grand soir, quoi. Donc, d'une certaine façon, on s'attend à ce que la prochaine mouture du contrat se fasse, on va dire, à moyen constant, dans l'hypothèse la plus optimiste. Et donc, ça questionne un peu sur la capacité de priorisation. Parce que depuis ce matin, on a entendu énormément de choses sur ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Et j'ai quand même l'impression d'un espèce de décalage entre des ambitions sans cesse plus grandes et en même temps, concrètement, des arbitrages budgétaires qui disent plutôt on va faire à moyen constant et donc il va falloir prioriser. Donc je fais l'hypothèse que cette prochaine mouture de contrat, ce sera quand même un contrat de ville dans lequel la question de la priorisation va être encore plus forte. Et donc j'ai envie de vous demander à tous les quatre, si priorisation il doit y avoir, sur quoi on va, quoi. Je sais que vous allez tous avoir envie de me dire non, on va tout faire, rien ne diminuera, mais en tout cas, peut-être cette... Non, moi je vais pas vous dire ça parce que moi j'ai pas pour habitude de mentir. Ceux qui me connaissent savent que je mens pas parce que c'est trop compliqué de mentir. Après, il faut se souvenir de tous les mensonges qu'on a dit. Donc moi, c'est pas ma façon de faire. Ce que je voudrais rappeler, c'est juste qu'en 5 ans, l'État a doublé les moyens de la politique de la ville. Donc on ne peut pas quand même considérer qu'on soit dans une démarche décroissante. Qu'on ait une stabilisation des moyens qui sont consacrés à la politique de la ville, ce n'est pas problématique. Si on se met d'accord sur les axes sur lesquels on veut aller prioritairement, ça veut dire également qu'on est en capacité de pouvoir évaluer l'efficacité de ce que l'on fait et de pouvoir éventuellement corriger si on considère qu'une action n'est pas efficace. Qu'est-ce qui a nui à la politique de la ville pendant des décennies? C'est qu'on n'a pas voulu, pas su, peu importe, mais faire ce travail d'évaluation. Et donc on est arrivé avec plusieurs décennies d'utilisation des crédits de la politique de la ville et la Cour des comptes, par exemple, mais pas que, nous expliquant que tout l'argent qu'on avait investi n'avait pas été efficace ou pas suffisamment efficace. Donc ça nous oblige finalement à être plus exigeants dans la manière d'évaluer l'efficacité des moyens que l'on met. Et ce n'est pas facile parce que quand on porte des politiques publiques, on ne vend pas des yaourts. Donc comment on évalue une politique publique? Ça, ce sont des choses sur lesquelles on a progressé, mais ça veut dire aussi que dans l'évaluation, si on n'écoute pas ce que nous disent les habitants, il nous manque tout un pan d'évaluation des politiques publiques. Merci. Renaud Père voulait rebondir? Oui, parce que la question est quand même essentielle. De fait, forcément, il faut prioriser. Donc, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de solution miracle. Bon, d'abord, il y a plein de choses quand même possibles, notamment par des formes d'expérimentation dont j'espère qu'elles seront mises en place. Enfin, j'espère que je ferai tout pour que nous les mettions en œuvre, même presque pour certaines d'entre elles, avant le prochain contrat de ville, puisqu'il y a des choses qu'on peut faire aussi en accord avec les communes et assez rapidement. Et ça, on a la chance quand même d'avoir un territoire, je le dis quand même, qui est un territoire plein d'initiatives, d'une articulation entre les communes et la métropole, et l'État évidemment, mais où on peut agir, je le dis parce que c'est quand même important. Et puis je le dis aussi, on a su mettre les moyens depuis 2020, c'est plus 37% le budget qui est dédié à l'ingénierie, hein, les hommes et les femmes qui travaillent dans les équipes que nous commandatons ensemble. L'engagement de la métropole, il a été tout de suite confirmé dès 2020. Donc je le dis parce que c'est quand même un point essentiel. Mais si on devait prioriser, il y a toute une série de choses qu'on s'est dit qui peuvent être mises en place assez rapidement. Mais par contre, oui, c'est évidemment la présence humaine. Oui, je pense que c'est du cofinancement de médiateurs, d'éducateurs spécialisés. C'est essentiel. Moi, je retiens, dans les ateliers que nous avons eus, je retiens l'atelier éducation. Alors, on l'a appelé, je ne me souviens plus exactement du titre qu'on lui avait donné, mais on a parlé, évidemment, et je vois Véronique Moreira, qui est vice-présidente de la métropole et qui est là, on a beaucoup parlé du collège et de l'ouverture du collège sur le quartier. Bon, ça nécessite quand même, c'est pas simplement ouvrir, c'est évidemment faire des lieux d'accueil par an, veiller évidemment à la question de la langue, tout cela comme on l'a réussi au niveau élémentaire, on doit le réussir au niveau des collèges. Et nous, on s'en sent particulièrement responsable parce que le collège est de compétence métropole. Et puis, on ne veut pas rester dans une logique équipementière, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour entretenir le bâtiment. Il nous semble qu'on a notre mot à dire quand même sur comment il peut contribuer à la réussite d'un quartier et comment ce collège doit être ouvert. Mais ça,
ça passe aussi par la présence de médiateurs au sein même du collège. C'est-à-dire que notre discussion, éducation nationale, commune, métropole, État, elle doit être autour de cela. Le collège ne doit plus être une citadelle comme il a souvent été. Parce que c'est l'âge de la vie où certaines vies bifurquent, où précisément une partie des dysfonctionnements d'un certain nombre de nos quartiers populaires se trouve ici, autour de notre organisation, et autour du fait même qu'à ce moment-là, ce moment de très grande fragilité dans la vie, qui est quand même l'adolescence, eh bien, en plus, le lien parent-éducation est davantage coupé, et que par ailleurs, ça n'est pas vu comme un lieu ressource, alors que c'est un lieu qui nécessite un investissement très fort de notre côté. Donc, si je devais prioriser, je dirais que c'est la priorité numéro 1, c'est-à-dire mettre davantage de moyens autour du collège. Mais ça veut dire quoi? C'est notamment de la médiation et de l'éducation spécialisée. Parce que ça aucune ingénierie technique, et on en a besoin, ne se substituera de la présence humaine. Et c'est ça qu'on doit faire pour que précisément un adolescent dans un quartier populaire, il soit autant au contact des adultes que son camarade qui se trouve dans un quartier du centre-ville. Alors, je vois que ça fait réagir Véronique Henry Bougreau de la CAF. Alors oui, ça me fait réagir, évidemment, parce que la priorisation, elle va se poser. Nous, on est en pleine renégociation de notre convention d'objectifs et de gestion avec l'État. La Caisse nationale est en train de renégocier et les objectifs qui seront fixés au CAF et les moyens qui seront associés. Et évidemment, les moyens vont conditionner l'action des CAF. Mais vous parliez, monsieur le vice-président, effectivement, des adolescents, des jeunes. La CAF, en fait, si on devait mettre un petit autocollant sur toutes les structures qu'on finance, en fait, il y a plein de choses que les gens découvriraient, que les habitants des quartiers découvriraient. Parce qu'en fait, on cofinance beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? On cofinance beaucoup de choses, quand même. Vous parliez effectivement des lieux d'accueil enfants-parents. On est derrière les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. On finance des prestations de services, maintenant des PS jeunes, pour justement financer des postes d'animateurs. On finance la coordination des promeneurs du net. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les enfants, c'est plus dans la rue, c'est la rue numérique. Donc dans les priorités, la question de l'enfance, elle va rester, je pense, prioritaire. D'abord de la petite enfance, parce que la notion, je pense, d'investisseur social de la CAF, elle est peu connue. Mais finalement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit dès la petite enfance. Ça veut dire que la CAF va, à travers ses financements, ses cofinancements, notamment sur l'accueil du jeune enfant, financer effectivement d'abord des lieux d'accueil du jeune enfant, des places de crèche. Nous, on a créé effectivement un nombre de places de crèche assez considérable sur ces 4 dernières années, dont des crèches effectivement et des places dans les QPV. Ça veut dire qu'en fait, on est là sur une réduction aussi des inégalités territoriales et des inégalités sociales, parce que dans les critères qu'on va mettre en œuvre pour financer, il y aura des bonus autour des bonus de mixité sociale, autour de bonus de territoire, pour faciliter justement la création de places de crèche et justement, j'allais dire, la citoyenneté presque de l'enfant dès la petite enfance. On finance aussi on cofinance des choses que souvent peu de gens connaissent, c'est-à-dire que, par exemple, Demos qui est quelque chose de magnifique, ce sont des enfants qui ont accès à la musique, à la culture musicale, des enfants dans les QPV, des 7-11 ans, qui n'auraient pas forcément effectivement l'occasion d'apprendre la musique. Et on va cofinancer effectivement Demos parce qu'il va y avoir un accès, on parlait de la culture ce matin, on ne pense pas que la CAF elle est derrière la culture, la CAF c'est l'accès au droit, c'est le RSA, etc. Et ben on va aller financer effectivement des choses comme ça. On va aller financer donc tout ce qui tourne autour de l'autonomie des jeunes, le départ en vacances. Donc toute cette notion d'investissement social, elle est peu connue. C'est là où je dis les petits autocollants de la CAF. Donc là, je pense que de toute façon, ça restera au cœur de nos politiques. Je vois que Monsieur le maire est en train de faire Je ne regarde pas pour que je puisse continuer à parler. En tout cas, c'est ça qui est beau dans une politique partenariale, c'est que finalement, peu importe les autocollants, l'important c'est que les services soient rendus. Et puis voilà, moi j'aime bien le fait que derrière la politique de la ville, on n'y comprend pas grand-chose, on ne sait pas qui finance quoi, et c'est pas plus mal. Enfin, en tout cas, du point de vue... le service public invisible, parfois on en parle, mais voilà, c'est bien de dire aussi que derrière, parfois il y a des choses invisibles qui se font et qui, dans le cadre du contrat de ville, effectivement, ont toute leur importance. C'est très juste. Donc, voilà. Il y a un consensus CAF et métropole sur, en tout cas, un axe très fort sur petite enfance, adolescence, avec cet objet assez emblématique qu'est le collège, et on en a beaucoup parlé ce matin, il y a plein de trucs à réinventer. Est-ce que pour vous, s'il y avait Cédric Van Stevendel, un axe prioritaire à valoriser davantage, sur lequel il y aurait à la fois obligation de moyens mais aussi obligation de résultats, ce serait quoi?
D'abord, pour pas qu'il y ait de mésentente, je bois les paroles de la directrice de la CAF et je souscris que c'est un opérateur aujourd'hui qui fait un travail considérable, qui est méconnu, et je ne dis pas juste ça parce que la CAF finance beaucoup de projets de la ville, je vous assure, mais voilà, mais je vous raconterai aussi mon expérience avec la CAF, mais ça n'intéresse personne ici. Pour moi, la seule priorité, en fait, elle est extrêmement politique, et Renaud Père l'a posée. C'est la question de l'égalité. Et que si nous ne sommes pas capables, via la politique de la ville, de revenir sur cette promesse républicaine de l'égalité, en fait, il faut qu'on retourne jouer aux billes. Qu'est-ce que ça veut dire de remettre la promesse républicaine au cœur ? Ça veut dire que définitivement, on se dit que notre pays se dote d'une vraie politique en matière de lutte contre les discriminations, et notamment les discriminations ethno-raciales. Et on arrête de faire comme si ce n'était pas un problème qui existait, qu'on le traitait, qu'on faisait attention. À Villeurbanne, on sait que ce n'est pas vrai. On le sait en le faisant avec la Défenseure des droits, avec l'ensemble des acteurs de l'État en responsabilité de cela. Donc, reconnaissons cela et mettons en place des politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lutte contre les discriminations ? Qu'est-ce qu'on fait différemment, quoi ? Eh ben, ça veut dire que, par exemple, on développe des projets comme celui de Demos pour accéder à la culture. Ça veut dire que concrètement, les agents de la ville, ils appellent les 700 familles qui ont un QF à moins de 200 avant de lancer les programmes pour les vacances d'été, pour leur permettre d'accéder à cela. Ça veut dire qu'on fait du testing, on dénonce les pratiques discriminatoires et on se regarde tous dans la glace sur nos propres pratiques discriminatoires. Je ne suis en train de faire de procès d'intention à personne. Je dis juste, si on ne le reconnaît pas, comme nous l'avons fait avec l'éducation nationale sur la question de la discrimination à l'orientation scolaire, en fait, on se raconte collectivement des histoires et on ne va pas arriver à revenir là-dessus. Donc, la promesse d'égalité, elle passe par une politique véritable de lutte contre les discriminations. Le deuxième élément, c'est que on traite la question de la sécurité des habitantes et des habitants dans les quartiers populaires. Et moi, je dois le dire, je suis plutôt satisfait de la manière dont, à Villeurbanne, nous travaillons cette question avec l'État, sur l'impulsion du préfet Mayos. Bien sûr, ça n'a pas réglé les problèmes à Saint-Jean, au Tonkao, mais au moins, on est sorti d'une forme d'immobilisme et de fatalisme. Et ça, c'est le deuxième élément de l'égalité et de la promesse d'égalité républicaine, parce que, bien sûr, celles et ceux qui se mobilisent le plus sur ces questions de sécurité, ce ne sont pas les habitants des quartiers populaires. Pour autant, la plupart du temps, c'est eux qui souffrent de cette insécurité. Et si on ne revient pas sur cette question-là, ça va être compliqué. Et je ne dis pas ça pour avoir un quartier de reconquête républicaine, Madame la Préfète, vous savez ce que j'en pense. Et puis le troisième point dans cette promesse d'égalité, c'est reconnaître que la voix des habitants des quartiers populaires, elle pèse autant que la voix des habitants des autres quartiers. C'est ce que nous faisons dans ce travail que Renaud Père avec la métropole propose, mais c'est aussi le formidable chantier qu'on a sur cette perte de légitimité électorale qui était évoquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les quartiers, il faut retrouver un début de crédibilité. Je dis même pas que, un début de crédibilité sur la parole publique et sur la parole politique. Ça veut dire que ça peut se travailler sur la manière dont cette parole, elle est écoutée dans les quartiers sur un certain nombre de projets urbains. Ça veut dire qu'il faut rendre des comptes régulièrement, et je prends des exemples concrets, parce que c'est pas moi qui le fais, mais les équipes de la ville, quand elles réunissent les 100 habitants de Villeurbanne qui ont bossé sur des projets de concertation, qui leur disent, voilà à quoi ça a servi, voilà ce que vous avez fait, voilà les résultats dans nos politiques publiques, c'est comme ça, tout doucement, qu'on va reconstruire de la crédibilité. Quand, avec les équipes de la métropole sur Saint-Jean, pour la première fois, on va sur le quartier avec des plans, avec des maquettes, avec des trucs sur lesquels on peut bouger les parcs, bouger les maisons. C'est quoi la densité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, ce travail que nous faisons sur cette question de l'égalité. Les discriminations, et je vais pas parler de mixité scolaire parce qu'on m'a dit que Véronique Moreira en avait parlé ce matin, et donc on pourra se retrouver là-dessus. La sécurité, et chaque voix compte. Et vous me permettrez juste de conclure sur ce propos-là. On se disait tout à l'heure, la politique de la ville, ça remonte à quand ? Moi, je dis en tout cas que un des actes fondateurs de la politique de la ville, c'est le rapport du Bedou, en 83, maire de Grenoble. Ça s'appelait « Ensemble, refaire la ville ». Et vous avez raison, Madame la Préfète. À ce moment-là, on envisageait de traiter les causes de cette crise, qui étaient des causes de dégradation de l'habitat, de chiffres autour de l'accès à l'emploi, etc., qui étaient extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est pas de refaire la ville, c'est juste de refaire ville. Et c'est là où cette promesse de République d'égalité, elle peut nous permettre de travailler. Comment est-ce qu'on refait ville avec le droit commun pour chacune et chacun des habitants ? En tout cas, nous, c'est à ça qu'on essaye de travailler très modestement, en lien avec la métropole et les services de l'État et la CAF qui nous soutient beaucoup, pour essayer d'améliorer ça. Mais 40 ans après, je pense qu'on a vraiment intérêt de réinterroger le prisme à travers lequel on veut que nos actions à venir, mais ça, ce sera le travail du vice-président dans le cadre des contrats de ville, on veut aborder cette question-là. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si sur les priorités, vous avez encore des éléments à apporter. Sinon, j'avais envie de...
Allez-y si vous voulez. Évidemment, ce qui a été dit précédemment, je ne peux qu'y souscrire, que ce soit la priorité autour de la réussite scolaire, parce que je pense qu'au-delà de l'outil école, c'est bien finalement l'objectif, c'est la réussite scolaire, que ce soit une recherche autour de comment on traduit cette valeur de l'égalité et comment on le décline dans chacune de nos démarches et de nos politiques. Je ne peux que m'inscrire dans cette lignée-là. Je vais juste reprendre, en fait, si on veut y arriver, il me faut reprendre les propos du ministre de la Ville et du Logement. C'est-à-dire qu'il dit « Mon ambition, c'est que chacun des ministres du gouvernement se sente ministre de la Ville ». Un peu ce que dit le secrétariat général à la planification écologique. Enfin, est-ce que d'une certaine façon, on n'est pas tous en train de faire ça? Ce que je veux dire par là, c'est que si dans chacun des programmes portés par les ministres, il n'y a pas cette recherche de qu'est-ce qu'on fait pour les quartiers politiques de la ville, on n'arrive pas à obtenir le résultat qui vient d'être indiqué là par le maire de Villeurbanne. C'est-à-dire que pour qu'on retrouve une égalité, il faut que, à travers chacune des politiques publiques que l'on veut porter, il y ait une réflexion sur comment on le décline dans les quartiers politiques de la ville. Peut-être que certaines politiques n'ont pas besoin d'une traduction spécifique dans les quartiers politiques de la ville, mais il faut se poser la question. Mais ça, comment on fait? Parce que je ne peux pas m'empêcher de constater une forme de démonétisation du sujet quartier prioritaire. En fait, ces quartiers prioritaires, le sont-ils encore vraiment? Je veux dire, même... Par exemple, dans les médias, j'ai l'impression qu'on en parle quand même de moins en moins des difficultés des quartiers prioritaires. Et du coup, ce que vous appelez de vos voeux et qu'effectivement, je trouve très, très pertinent, comment on y arrive? Comment on va voir chacun des ministres pour lui dire n'oublie pas? C'est un peu le même débat que sur la mobilisation du droit commun, quoi. Le rapport entre politique de la ville et droit commun, ça aussi, ça fait 40 ans qu'on en parle. Puis, force est de constater que c'est difficile, quoi. Ce lien-là n'est pas si facile. En fait, est-ce que véritablement... on veut que dans les médias, on parle des quartiers politiques de la ville? Moi, je n'ai pas envie que dans les médias, on parle des quartiers politiques de la ville. Moi, j'ai envie que dans les médias, on parle des réussites. J'ai envie qu'on montre en exemple ce qui est fait à tel endroit. Et à l'occasion de se dire que c'est dans un quartier de politique de la ville, ce n'est qu'un des éléments de la présentation. Parce que si c'est pour avoir une présentation dans les médias autour de difficultés rencontrées dans les politiques de la ville, dans les quartiers politiques de la ville, est-ce que ça nous aide? Non, parce que ça contribue à la stigmatisation. Est-ce que ça apporte des solutions? Non, parce que les personnes n'ont pas forcément envie ni d'y rester, ni d'y aller. Donc, je ne crois pas que ce soit un objectif de parler des quartiers politiques de la ville à travers les médias, sauf si c'est pour mettre en valeur ce qui est fait. Quand les concerts qui sont donnés par les orchestres d'Emos sont relayés par la presse, là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est de constater le bonheur extrême que l'on a à partager avec ces gamins, ce temps de musique, pas parce que c'est des gamins qui sont des quartiers politiques de la ville, tout simplement parce que c'est beau, parce que partager un temps de cette nature-là, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour le partage, c'est bon pour l'envie d'être ensemble. Ça, oui. Quand on est capable de démontrer que des actions qui sont menées par des associations ou des réussites qui sont réalisées par des entreprises qui sont installées dans les quartiers en politique de la ville ou par des entreprises, on y était avec le président de la métropole il y a quelques jours, avec des entreprises qui s'impliquent particulièrement dans l'emploi inclusif. Ça, ce sont des choses dont j'ai envie que l'on puisse parler, parce que ce sont des réussites collectives, parce que là, on peut se dire, on a mis de l'argent public et il y a un bénéfice pour le collectif, il y a un bénéfice pour notre pays, et là, ça a du sens. Donc c'est sortir d'une forme de défaitisme et valoriser aussi le côté territoire de solution, comme le disait le maire de Grigny, Philippe Rio. Je vois que ça fait réagir... Cédric Van Sivendel. Je crois que la question que vous posez, elle est essentielle, et du coup, je ne sais pas comment Renaud va y répondre, mais... Mais moi, globalement, si le prochain contrat de ville, c'est comment est-ce qu'on fait métropole et comment est-ce qu'on fait ville dans chacune des villes de la métropole, et qu'on arrête simplement de stigmatiser les territoires, mais qu'on se dit que sur ces territoires, on a une attention particulière en matière de moyens et de fléchage des crédits, et
d'intervention pour accompagner ces territoires qui ont des indicateurs qui sont moins bons que le reste du territoire, globalement, on peut sortir de la politique de la ville, en fait. Enfin, sincèrement, parce qu'aujourd'hui, la métropole, elle ne fait pas différemment une réunion de concertation, qu'elle le fasse à Saint-Jean ou qu'elle le fasse pour les voies lyonnaises dans le 5e. Les équipes, elles font la même médiation, le même travail, elles parlent aux gens de la même manière, avec des vécus différents, avec des outils différents. Et donc, à un moment, moi, ça ne me choque pas si on sort d'une forme de traitement particulier des quartiers de politique de la ville quand on est en train de faire la ville avec les gens, quoi. Enfin, et peut-être que c'est ça une des évolutions du contrat de ville que tu es en train de proposer, Renaud, en faisant tous ces ateliers dans les villes, c'est-à-dire pas dans les quartiers, mais dans les villes, avec tous les gens, avec tous les acteurs. Et moi, globalement, je pense que c'est qu'une question aujourd'hui de fléchage, mais d'argent, enfin, de se dire où est-ce qu'on fait porter l'effort au regard d'un certain nombre d'écarts de situations que tout le monde valide. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi cela. Et c'est ce que je dis tout à l'heure en disant qu'en fait, on fait du droit bricolé alors qu'on veut du droit commun. C'est-à-dire qu'au prétexte qu'il y a ces écarts, on va faire un peu différemment avec ces quartiers-là. Mais les quartiers, ils ne demandent pas qu'on fasse différemment, ils veulent juste qu'on fasse comme dans les autres quartiers. Donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Mais faire comme dans les autres quartiers, quand il y a des tels niveaux de différence, de revenus, d'accès à l'emploi, etc., peut-être que ça demande de flécher un peu différemment la question des crédits. Mais encore une fois, je m'avance peut-être, mais c'est quelque chose que je lance en direction du vice-président en charge de la politique de la ville et de l'habitat. Merci, mais vous aurez remarqué quand même que ces assises s'appellent les assises des quartiers populaires. Ça peut paraître être un détail et complètement un nouveau terme plutôt que de parler de politique de la ville. C'est un peu différent. D'abord, politique de la ville, ça parle à un tout petit cercle et ça ne dit rien à personne d'une certaine manière. En tout cas, on est vraiment dans le jargon. Parler de quartier populaire, c'est de partir des habitants. C'est de se dire que c'est une force pour une métropole comme la nôtre, dont l'histoire est liée aux quartiers populaires, que d'avoir des quartiers populaires. Donc de ne pas l'oublier. Notre histoire, elle est née, notre histoire métropolitaine, elle est née dans les quartiers populaires. Un des quartiers, c'est notamment le quartier de la Soie, à la jonction justement entre Villeurbanne et Vaux-en-Velin notamment, et c'est là qu'est née la nouvelle industrie, et c'est une histoire ouvrière. Donc on vient de là. C'est une force, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que nos quartiers populaires sont une force, il faut le redire. Donc moi, je suis dans la même position que la préfète. Je préfère qu'on n'en parle pas dans les médias des quartiers prioritaires. C'est pas ça mon but. Par contre, c'est effectivement que nous fassions métropole. Donc, c'est-à-dire que précisément, nous ayons ensemble des objectifs et qu'on se dise que cette métropole, elle existe à travers ces quartiers. Mais quand le président de la métropole a fait un choix très fort en début de mandat de se dire l'orientation en matière de ligne forte, il se passera. L'orientation, elle se fera dans les quartiers populaires. C'est de desservir Villeurbanne-Saint-Jean par un tramway. Ça faisait des décennies que c'était demandé. C'est évidemment Vaux-en-Velin. Mais Vaux-en-Velin, l'histoire de Vaux-en-Velin, c'est un rendez-vous manqué avec le métro depuis 40 ans. Donc c'est quand même cela qui est en train de se passer. C'est Saint-Fond, c'est ça qui est en train de se passer. Et ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de notre territoire, le choix de la plus grosse collectivité territoriale s'est fait vers les quartiers populaires. C'est ça quand même l'enjeu majeur. Bien sûr qu'il faut partir des demandes des habitants, mais c'est là que je finis juste sur un point. L'inversion, ce que nous devons changer dans le prochain contrat de ville, je l'espère dans le prochain contrat de ville, parce que je ne veux pas qu'on annonce des promesses, mais c'est de redonner des perspectives, c'est de repartir de la parole des habitants, de leurs demandes, même pas forcément de la parole, mais de leurs demandes. Quand nous cherchons à infléchir le renouvellement urbain, notamment à Bron-Paris, et qu'on dit on ne veut pas démolir les UC, mais on veut les réhabiliter. Mais c'est quoi le choix qu'on est en train de faire? C'est de se dire qu'il suffit de faire une réunion de relogement et on aura l'occasion quand même, à l'issue de ces assises, de voir une superbe pièce de théâtre qui s'appelle L'affaire Correra, et vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à quel point, effectivement, cette question de relogement, ça vous interpelle. Voilà. Mais vous faites une réunion de relogement, vous avez les 3/4 de la salle qui dit « mais moi, je veux rester ». Mais comme nous tous, là où on a fait grandir nos enfants, on veut rester dans notre quartier. Et pourquoi? Parce qu'on serait dans un quartier populaire. Alors, pour cet affreux terme, je suis désolé, mais je le dis, de politique de peuplement, donc je rappelle quand même
que son histoire est liée quand même à la colonisation, donc il faudrait quand même qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Mais que pour cette affreuse histoire de politique de peuplement, on dise à certains et certaines, vous allez habiter à des kilomètres. C'est ça qu'on a fait. On essaye de tester autre chose. C'est pas la tabula rasa, c'est pas la révolution ou le grand soir qu'on est en train de promettre. Mais nous voulons faire bouger les lignes et nous espérons que ces lignes vont bouger dès 2024. Parce que c'est ça qu'on essaye d'inventer ici dans la métropole de Lyon avec les communes et évidemment avec l'État sans lequel nous ne pourrions rien faire. Merci. Simplement, si vous me permettez. Oui, alors il faudra rallumer votre micro, puis après je donnerai la parole à Véronique Henry-Bougreau qui l'a demandé il y a un petit moment, sachant que vous allez tous les deux juste après avoir aussi un long temps de parole pour la clôture. Tenez. Juste rappeler un petit élément. La géographie prioritaire, c'est une géographie d'État sur laquelle viennent s'appuyer les collectivités pour porter un supplément d'aide, un supplément d'accompagnement, etc. C'est un outil. Qu'on veuille travailler sur les quartiers populaires, c'est une volonté politique. C'est un enjeu de vivre ensemble. Vous voyez, on n'est pas sur le même, dans la même gradation. Et pour répondre au dernier élément que vous citiez, Monsieur le Vice-président, lorsque on a commencé à travailler sur la rénovation urbaine, on avait un certain nombre de principes qu'on a fait évoluer. Et lorsque la métropole a demandé à l'Agence nationale de rénovation urbaine de modifier un certain nombre de projets, malgré le fait que ça nécessitait un engagement financier notoirement plus important, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec les acteurs du territoire, en premier lieu évidemment les élus, mais à la faveur aussi de réunions publiques auxquelles on a participé. Et on a porté devant le comité d'engagement de l'Agence nationale cette nécessité de faire évoluer le projet et de renoncer à certaines démolitions et de privilégier de la réhabilitation, voire de la restructuration de certains bâtiments. Donc oui, c'est une question d'argent, mais pas que. L'argent n'est qu'un outil. Et donc à nous de faire en sorte que cet argent soit bien utilisé, parce que l'argent n'est pas infini. Et donc il n'y a pas d'argent magique. Donc notre responsabilité, elle est d'utiliser l'argent à bon escient. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais d'évaluation. Et dans la nouvelle génération des contrats de ville, il est bien intégré ce temps de passage, au bout de 3 ans, de pouvoir réévaluer la pertinence de nos actions. Et c'est aussi le cas sur la rénovation urbaine. Donc on est véritablement dans cette époque-là de notre action commune, parce qu'on a la responsabilité du résultat de nos actions. Je pense qu'on a un peu d'antériorité sur ces outils. On peut voir que dans les premières générations, on a commis des erreurs, c'est-à-dire qu'en toute bonne foi, on a fait des choix dont on pensait qu'ils allaient améliorer les choses. Et aujourd'hui, on peut constater malheureusement que ce n'était pas toujours le cas. Mais notre force collective, c'est de savoir regarder ça en face et de pouvoir le corriger. Vous voulez juste un éclaircissement sur qu'est-ce que vous appelez ces choix qu'on regarde autrement maintenant et qu'on se dit, bon, finalement, c'était pas si pertinent? Mais par exemple, d'avoir une action qui était prioritairement à la démolition, par exemple, de certains ensembles d'habitation. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera plus, ça veut dire qu'on a mieux compris que ce n'était pas forcément l'alpha et l'oméga de la rénovation urbaine. Ouais. C'est intéressant parce que ça remet en perspective les 40 ans. C'est aussi d'une certaine façon une forme de maturité et avec un regard aussi plus lucide sur ce qui fonctionne et ce qui, au contraire, est contre-productif. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste rebondir une dernière fois et peut-être sur les propos de Monsieur le maire, parce qu'il a employé un terme que je souhaitais employer. Vous voyez, on est très en phase en fait avec la mairie de Villeurbanne aujourd'hui. Parce que nous, on décline des politiques publiques sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire que quand on conventionne sur les territoires, on a des conventions territoriales globales aujourd'hui, des CTG. Quand on intervient au niveau de l'animation de la vie sociale, nos coordonnateurs des centres sociaux qui sont là, notamment présents, qui interviennent auprès des centres sociaux, j'allais dire, on a une politique qu'on décline sur l'ensemble du territoire. Voilà, du Rhône. Mais on ne fait pas une exception, on a une attention.
Et on a une attention effectivement particulière sur ces quartiers populaires qui viennent à travers de critères effectivement, peut-être effectivement être plus dotés sur certains fonds, des fonds nationaux, fonds publics et territoires, mais ce n'est pas une exception. Parce qu'on porte une politique générale sur le territoire, mais une attention particulière qu'ont tous nos ingénieurs, ingénieurs sociaux, j'allais dire, qui sont effectivement, cette ingénierie sociale qu'on propose sur les territoires, elle se fait sur la base de cette attention. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre, ça nous donne quelques clés pour imaginer le contrat de ville qui va être élaboré dans les prochains mois. Merci pour votre sincérité.